Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 mars, soyez les bienvenus sur Radio JM pour votre journal économique mensuel en partenariat avec l'UPE 13. Maurice Wolf, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver, vous êtes vice-président de l'UPE 13 et avec vous ce matin, nous allons aborder les sujets qui vous et qui nous passionnent bien évidemment. On commence avec un sujet qui a fait beaucoup de bruit, les intermittents du spectacle. Écoutez cet extrait. Le patronat remet sur la table le principe de l'équité entre les demandeurs d'emploi. Il veut aligner le régime des intermittents sur celui du régime général et considérer l'intermittent comme un intérimaire. Autrement dit, aux oubliettes, l'exception culturelle française. Alors c'est vraiment une exception culturelle, le régime des intermittents. C'est pour ça que le MEDEF a eu une espèce de levée de bouclier pour dire qu'il fallait changer ce régime qui, je crois, engloutit plusieurs millions d'euros. Dire que c'est une exception culturelle, c'est une réalité. C'est vrai que le régime des intermittents a un régime différent des autres personnes qui sont à Pôle emploi. Je vais dire deux choses très simples pour fixer le débat. Aujourd'hui, Pôle emploi, donc l'UNEDIC, c'est un déficit attendu sur la fin de l'année 2013 de 5 milliards d'euros. Si je cumule les déficits, donc c'est-à-dire si je cumule la dette de l'UNEDIC à fin décembre 2013, c'est 18 milliards d'euros. Donc ça veut dire que c'est un nouveau caillou supplémentaire qu'on a dans la chaussure de l'État France, de l'outil France, et qu'il faut absolument réformer. Il est évident, et on est à Marseille et on le sait très bien tous les deux, que la culture est un axe extrêmement important pour l'économie. L'entreprise, le territoire a besoin de cette culture parce que c'est un véritable facteur clé de succès. Marseille-Provence 2013 en est une réalité. Prouvé, bien sûr. Exactement. Et nos entreprises ont besoin également de culture parce que c'est vrai que quand vous arrivez à faire vivre cette dimension culturelle dans l'entreprise, vous avez tout à coup des choses nouvelles qui se passent, des innovations qui se passent, dont c'est extrêmement important. Mais est-ce que pour autant cela veut dire qu'il ne faut pas réussir tranquillement, sereinement à mettre les choses sur la table pour réformer cette UNEDIC qui, au moment où on parle, est structurellement déficitaire et qui donc emporte un peu plus chaque jour ces fameux dépenses publiques et ce déficit de l'État français. Donc il faut réussir à le réformer et si on arrive effectivement à aligner le régime des intermittents sur un régime plus classique, ça me paraît pas choquant d'avoir la discussion, de l'ouvrir. Très brièvement, qu'est-ce qui caractérise justement ce régime des intermittents? Il y a un cumul d'heures à faire pour pouvoir toucher le chômage, c'est ça? Ce qui caractérise le régime des intermittents par rapport à un autre régime, c'est que quand vous êtes dans un régime classique, vous avez effectivement un certain nombre d'heures de travail à faire pour être couvert par Pôle emploi. Et ce régime des intermittents est un peu plus souple de ce côté-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a deux poids, deux mesures. Qui se justifie quoi? Parce que c'est un métier plus difficile, parce que les cultures auront plus de difficultés. Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Il n'y a rien qui puisse justifier ça. Pourquoi il a été mis en place en fait? Je pense qu'il a été mis en place parce qu'à un moment, économiquement, on pouvait le mettre en place. Je pense qu'à un moment, politiquement, ça avait du sens de le mettre en place. Aujourd'hui, reconnaître à la fois que la culture est un axe essentiel pour la dynamique économique de notre pays et en même temps reconnaître qu'il faut remettre à plat un certain nombre de choses, notamment l'UNEDIC, c'est pas choquant. Donc c'est quelque chose... Il y a eu quand même une levée de bouclier terrible, les intermittents ont manifesté, ils sont contre. Vous pensez que pourtant, d'autant qu'on a vu là hier la Commission européenne encore tenser la France parce que si d'ici juin il n'y a pas des économies qui sont faites, il y aura des sanctions qui seront prises contre la France puisqu'on arrive pratiquement à 100% de son PIB, c'est ça, d'emprunt? Exactement, on arrive à une dette qui aujourd'hui est à 97% du PIB. Donc ça veut dire que tout ce que l'on crée part dans l'endettement, grosso modo ça veut dire ça, pour rembourser la dette. Et vous disiez que la Commission européenne a redonné un petit coup de projecteur sur l'État français en disant attention, je vais même un peu plus loin que vous Elsa. J'ai l'impression que la Commission européenne nous dit écoutez, avec vous Français, j'avoue que je ne sais plus par quoi et comment le prendre parce que je passe un certain nombre de messages sur effectivement l'importance de réduire les déficits. Je passe un certain nombre de messages sur la nécessité de retrouver de la compétitivité sur les entreprises françaises. Vous donnez des directions, c'est indiscutable. Le pacte de responsabilité est une direction. Ce qui s'est passé sur le marché du travail est une direction, mais en même temps, on attend encore des actes concrets. Il faut aller plus vite. Et donc, la Commission européenne repasse un message d'alarme en disant à notre pays, attention si vous sortez à nouveau des clous. Rappelez-vous, Elsa, qu'il y a quelques mois, l'État français a obtenu l'accord de la Commission européenne d'être dans les fameux 3% de déficit annuel de notre budget un peu plus tard, mais à condition que l'on pratique les réformes. Et aujourd'hui, quand vous regardez de l'extérieur, les gens vous disent, ouais, effectivement, on a le sentiment qu'ils ont pris conscience qu'il faut réformer. Mais c'est dans l'application, on va pas jusqu'au bout. Mais dans l'application, pour l'instant, ça va pas assez vite. Maurice Wolf, le mois de juin, c'est demain.
Quel signe fort pour envoyer le gouvernement économiquement pour montrer cette volonté de se réconcilier avec une compétitivité? Je pense qu'il y a plusieurs signes forts que pourrait envoyer le gouvernement. Depuis le début de l'année 2014, vous parlez de juin, mais en janvier 2014, très clairement, le président a pris un virage économique. Politique de l'offre, ça c'est une réalité. Il a commencé à dire finalement comment est-ce qu'on fait pour que les entreprises françaises soient plus compétitives. Comment est-ce qu'on fait pour simplifier les choses tous les jours. Comment est-ce qu'on fait pour stabiliser les choses tous les jours. Et maintenant, on a envie de lui dire, chiche, faisons-le. C'est ce qu'on dit beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs. Vous avez certainement suivi il y a quelques jours les patrons internationaux, c'est-à-dire que les patrons qui sont installés en France de boîtes étrangères ont été reçus par François Hollande. Et finalement, qu'est-ce qu'il passe comme message? Il lui passe 2 messages. Le premier message, c'est de lui dire, Monsieur Hollande, faites attention parce qu'on a de plus en plus de mal à convaincre nos sièges mondiaux de rester en France. Et la deuxième message qu'on vous passe, c'est concrètement, vu de l'extérieur, le pays France est un pays trop cher, trop compliqué et trop instable. Qu'est-ce que l'on fait? Donc on voit que l'ensemble des acteurs économiques passent un certain nombre de messages. Je pense que nos élus politiques ont pris conscience qu'effectivement il faut prendre ce virage économique, mais maintenant il faut des actes, il faut le faire et le faire vite. Et faire très très vite. Alors justement le pacte de responsabilité, vous venez d'en parler. Hier, les négociations, après 2 jours de négociations, ça y est, ça a été signé. En tout cas, par 3, donc une majorité de syndicats de salariés, 3 sur 5. Est-ce que ça va suffire? On reproche beaucoup à ce pacte signé hier, en tout cas ce qui a été signé hier, de ne pas donner de chiffres à ces combien de créations d'emplois en échange de ce qui est donné par le gouvernement au patron. Alors effectivement, hier soir, 3 syndicats de salariés, 3 syndicats patronaux s'orientent et se disent on va signer ce pacte de responsabilité, c'est-à-dire qu'on va signer les contreparties de ce pacte de responsabilité. Juste 2 mots pour rappeler ce que c'est que ce pacte de responsabilité. Ce pacte de responsabilité, c'est de dire effectivement il faut baisser le coût du travail en France parce que nos entreprises ont un surpoids de taxes et qui fait qu'aujourd'hui les marges de nos entreprises n'ont jamais été aussi basses depuis les 25 dernières années. Donc il faut le faire. Quand on dit qu'il faut baisser le coût du travail, le chiffre que l'on manipule dans les médias tous les jours, c'est les fameux 30 milliards. Sauf qu'en réalité, les 30 milliards, c'est pas 30 milliards. Les 30 milliards, il y a déjà 20 milliards qui ont été donnés sous forme de crédit impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, qui est la mesure qu'a pris François Hollande en janvier 2013 suite au rapport Gallois. Donc les 20 milliards, ils sont déjà dans les entreprises. Il reste 10. Et donc le pacte de compétitivité, c'est le pacte de responsabilité, pardon, en réalité, c'est 10 milliards de plus qui sont importants, mais ça n'est que 10 milliards de plus. Et en face, c'est de dire il nous faut des contreparties en termes d'emploi. Sauf que dans l'entreprise, ça marche pas comme ça. Dans l'entreprise, on sait bien que... En tout cas, on peut pas garantir. On peut pas garantir. Et on sait bien que la séquence dans l'entreprise, c'est restaurons les marges de l'entreprise par une baisse du coût du travail, et ensuite, redonnons de la confiance, et après, effectivement, parce qu'on investira, parce qu'on ira prendre de la part de marché, l'embauche sera là. Donc dire qu'il faut des contreparties, c'est pas choquant, mais en réalité, ces contreparties ne peuvent pas être mécaniques et comptables. Donc c'est plus difficile en fait de donner des chiffres comme l'attendait. C'est ce qu'on reprochait donc FO et CGT qui ont refusé de signer hier cette contrepartie. FO et CGT ont refusé de signer, mais en même temps les 3 autres syndicats de salariés qu'on va appeler plus réformateurs ont accepté effectivement d'aller dans la signature. Cette discussion de contrepartie, elle est allée au plus proche du terrain, c'est-à-dire qu'ils ont descendu cette discussion des contreparties dans les branches, c'est-à-dire au niveau des entreprises, pour dire effectivement qu'est-ce que l'on fait. C'est une discussion qui est intéressante et elle ne pouvait pas rester au niveau national parce qu'elle n'a pas de sens. Alors justement, en parlant de discussion, réussir Marseille, c'est possible, c'est le fameux petit livret qu'a écrit l'UPE 13 ici. Vous avez rencontré forcément tous les candidats. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'aujourd'hui à 12h15 en direct, nous recevrons tout d'abord Bruno Gilles, puis Pape Diouf, une demi-heure d'interview avec à nos côtés La Provence et France 3. Et moi, j'aurai le plaisir de faire cette interview avec Thierry Bensamoun. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui est ressorti de ces dialogues? Bref, où en êtes-vous? Alors, faire gagner Marseille-Provence, c'est possible, c'est quoi? C'est effectivement un livre qu'a écrit le PE 13 pour faire vivre ses campagnes municipales et pour faire vivre l'idée économique de ces campagnes municipales. D'abord, disons une chose très simple, Elsa, c'est pas l'UPE 13 qui l'a écrit, parce qu'on n'a pas la compétence pour l'écrire. Non, ce sont des experts dans chaque domaine. Exactement, ce sont des experts, ce sont des spécialistes. Portés par l'UPE 13. Exactement, qui sont venus écrire, à qui on a posé une question très très simple. Pour vous, l'avenir de ce territoire, c'est quoi? Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que tout à coup ce territoire soit beaucoup plus attractif? Et finalement, on arrive à quelques messages très clairs, qui sont des messages, me semble-t-il, assez innovants sur le plan économique et qui permettent de donner une stratégie au territoire. Et qu'est-ce que l'on fait quand on rencontre nos candidats? On essaye de leur dire et de les challenger sur
Voilà ce que disent des experts du monde économique. Comment est-ce que vous vous emparez du programme? Et on se rend compte, et là c'est assez intéressant, c'est que quand vous avez une certaine expérience comme moi des campagnes municipales, parce que vous les avez suivies par l'œil économique, vous vous rendez compte qu'en 2014, il s'est passé quelque chose de nouveau. C'est que on voit de plus en plus dans les programmes de nos candidats, quelle que soit la tendance politique d'ailleurs, un échange, une vision économique, une dimension économique qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, nos élus qui partent en candidature ont pris conscience de l'importance de la dimension économique et commencent à mettre des phrases, commencent à mettre des thèmes qui sont extrêmement importants pour notre territoire. J'en prends quelques-uns que l'on a effectivement mis en avant dans notre ouvrage de l'UPE 13. D'abord, on s'est dit, certes, les dimensions au niveau de la ville sont importantes, mais en même temps, il faut réfléchir au niveau du bon périmètre. Et on se rend bien compte que le bon périmètre est un périmètre métropolitain. Élargi et métropolitain. Exactement. On se rend bien compte que le bon périmètre est un périmètre régional. Comment est-ce que nos élus se projettent dans ce périmètre? Quand vous êtes du côté, par exemple, d'un candidat comme Jean-Claude Gaudin ou d'un candidat comme Menucci, vous voyez bien que l'un comme l'autre prennent conscience qu'effectivement la dimension métropolitaine, elle est extrêmement importante. Après, on a dit une chose extrêmement importante aussi, les experts le disent tout de suite, il faut absolument une politique de marketing territorial. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que notre territoire soit plus attractif. Comment on vend l'image de Marseille, en fait. Mais c'est pas simplement l'image de Marseille, Elsa. Il faut surtout pas que Marseille tout le vende territoire. son image. Exactement. Marseille-Provence. Exactement. Il faut la vendre à la bonne dimension. Et là aussi, nos candidats disent des choses simples. Vous avez raison. Il faut qu'on ait une vraie stratégie de marketing territorial. Vous avez raison. Il faut qu'on ait une vraie stratégie de marque de territoire. Mais pour cela, il faut qu'elle soit à la bonne dimension. Alors, si je vous souviens, Maurice Wolf, ils ont entendu, ils sont d'accord. En théorie, en tout cas, ils ont bien compris que l'économie, bon, il faut dire aussi que la crise les a un peu poussés à prendre conscience que l'économie, c'était vraiment la clé d'une réussite pour un territoire. Certes, mais est-ce qu'il va pas falloir attendre l'élection effective pour voir s'ils savent mettre bien en pratique ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont voulu, et surtout avec une dimension d'avenir? Vous avez parfaitement raison. Et c'est à nous, monde économique, comme société civile, de pas les lâcher. Mais oui, de les challenger. Et vous savez, dans ce qu'ils ont proposé l'un comme l'autre, ils ont dit aussi une chose très importante. Ils ont conscience qu'on ne peut plus seul, que les élus ne peuvent plus seuls avoir cette vision de territoire. Et donc ils disent qu'il faut absolument qu'on ait une espèce de gouvernance nouvelle, un espèce de conseil autour du maire, que ce conseil économique autour du maire permette au numéro 1 du territoire de se rencontrer pour qu'on définisse ensemble les grandes lignes du territoire. Et ça aussi c'est nouveau. Et bien sûr, c'est nouveau. Et c'est important de le noter, c'est bien qu'on le rappelle et qu'on le dise. On va terminer avec une manifestation que vous organisez depuis plusieurs années. Ça s'appelle Entreprise 13 à cœur. On écoute Pascal Lacombe, le président de AJE Provence. Alors 13 à cœur, c'est une manifestation qui existe depuis 7 ans, qui en est à sa 8e édition et qui consiste à faire découvrir l'entreprise à un public de collégiens et de lycéens. Donc j'ai quand même le sentiment que les jeunes s'intéressent plus au monde de l'entreprise et au métier qu'il y a quelques années. Donc on a une évolution quand même qui est très favorable depuis quelques années. Voilà, ça c'était la 8e édition, c'est un extrait de l'an dernier, donc c'est la 9e édition qui se prépare. On a bien compris que c'était faire comprendre aux plus jeunes, à ceux qui ont aujourd'hui ou demain à choisir un métier, que l'entreprise, c'est un véritable avenir et c'est aussi pour eux. Ils sont réceptifs. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que vous voyez vraiment un engouement différent des jeunes qui arrivent sur le marché des études, plus que sur le marché du travail? Il y a un enjeu d'engouement, Elsa, mais il n'y a pas qu'un enjeu d'engouement. C'est-à-dire que cette rencontre, effectivement, entre le monde de l'entreprise et les jeunes, c'est indispensable. Mais c'est indispensable pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que c'est important de mieux se connaître et de plus en plus se connaître. Bien pour sûr. Nous, comme pour eux. Bien sûr. Parce qu'effectivement, quelquefois, les barrières qui peuvent exister entre l'école et le monde des entreprises, la barrière est là, donc il faut absolument tout pour la faire tomber. Et une deuxième chose qui est importante, c'est peut-être un chiffre qu'on ne rappelle pas souvent, mais savez-vous combien d'emplois vacants existent aujourd'hui en France? Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On parle de 400 000 emplois vacants en France. Ça veut dire que sur notre territoire, c'est entre 35 et 40 000 emplois qui sont vacants. Comment est-ce que l'on fait pour que les entreprises, pour que les filières qui n'arrivent pas à trouver les gens pour faire ce poste trouvent réellement ces personnes? Eh ben, on forme par rapport à la demande. On forme par rapport à la demande, mais aussi on fait découvrir ces filières qui quelquefois sont complètement méconnues des jeunes. Vous voulez dire qu'en fait, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ne savent pas que toutes ces filières existent? Exactement. Ils savent pas, où ils en ont une mauvaise image. C'est-à-dire qu'ils se disent non, c'est pas possible, je vais pas travailler dans ces milieux-là, je vais pas réussir à faire carrière. Or, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que cette rencontre, elle est absolument essentielle. C'est que quand on a un taux de chômage, les chiffres sont encore tombés ce matin, c'est quand même 10%. On y est, ça y est. Et
2014-2015, ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur le plan économique. Et comme vous le disiez, ces élus municipaux qui s'emparent de l'enjeu économique, c'est une très bonne nouvelle. Mais on a aussi un enjeu des emplois vacants, 400 000 en France. 400 000, ça veut dire qu'il va falloir qu'on arrive à trouver une solution. Et une de ces solutions, c'est faire connaître ces filières qui ont besoin d'embaucher aux jeunes et leur dire, mais oui, vous pouvez faire carrière. Et c'est aussi par des actions comme celle-là, qui effectivement se répètent tous les ans, qui fait que les jeunes connaissent mieux les filières, qu'ils ont envie d'aller dans ces filières et que nous aussi, on connaît mieux les jeunes. Alors, c'est-à-dire qu'on y retrouve des entreprises, on y retrouve des écoles, on y retrouve les professeurs qui expliquent les formations, comment ça se passe. Exactement. Et puis, on essaye de faire des choses absolument ludiques pour que les gens se comprennent, pour que les gens se découvrent. On fait des petits quiz, on fait des petits jeux. C'est extrêmement important que les gens sachent se parler dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a un thème différent chaque année ? Il y a un thème différent, mais qui est surtout, malgré tout, un thème général que l'on retrouve chaque année, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les deux mondes se connaissent davantage. C'est à nous de trouver cette dynamique-là, et ça se passe bien, ce qui fait que ce sont des produits, quand vous allez voir un peu et vous cartographiez un peu la France, c'est des produits qui sont assez intéressants à Marseille. Ça, c'est faire se connecter offre et demande d'emploi. C'est absolument indispensable. Absolument indispensable. Merci beaucoup Maurice Wolf pour toutes ces précisions. Merci. Vous restez avec nous bien sûr jusqu'à la fin de ce journal. Donc je rappelle que cette entreprise très à cœur, c'est le 3 avril. Ça se passe où au Parc Chanot ? Ça se passe Je ne sais pas, je n'ai pas le renseignement. Eh bien moi non plus. Bon alors vous me le donnerez dans la journée pour que je puisse le Exactement. préciser. On a encore un peu de temps jusqu'au 3 avril de toute façon. On se donne rendez-vous pour notre journal économique mensuel le mois prochain, donc certainement le 10 avril puisque le 3 avril tout le monde sera sur la brèche pour entreprise très à cœur. Exactement. Voilà, on vous retrouvera vous Jean-Luc Chauvin ici au micro de Radio JM. Merci Maurice Wolf et on continue ce journal ensemble. Votre agenda culturel en partenariat avec le magazine Sortir Marseille-Provence, l'agenda culturel des Bouches-du-Rhône. Alors aujourd'hui, on vous propose à la Grande Comédie à 15h, c'est à moi. Ce sont des jeux de sons, des mimes, des dialogues et même des clowns. C'est pour les enfants très jeunes puisque c'est à partir de 9 mois jusqu'à 6 ans. À 15h donc, vous appelez le 08 92 56 18 55. Comme Ulysse, c'est un spectacle, Grand comme Ulysse, pardon, c'est un spectacle au Divadlo Théâtre pour les enfants à partir de 3 ans et c'est aujourd'hui à 14h30. Appelez le 04 91 25 94 34. Du côté de l'Institut culturel italien Io Sono, c'est la petite Venise qu'on va voir à travers un film d'Andrea Serge, c'est à 19h, appelez le 04 91 48 51 94. Frédéric Ortiz vous attend au théâtre Off avec Je suis. Ce sont des manifestations sur les écritures de laboratoire. C'est à 20h. Appelez le 04 91 31 13 33. Au Café Julien, on retrouve de l'électro-jazz avec un groupe qui s'appelle Namasté. C'est à 20h. 04 91 24 34 10. Enfin, du côté du théâtre Gali à Sanary, on retrouve le quartet Pur Getz. C'est à 21h. 04 94 88 53 90. Quant à entreprise très à cœur, ça se déroule donc le 3 avril, comme nous vous l'avons dit, au lycée professionnel Saint-Henri à Marseille. Et vous savez que c'est un des quartiers où on a la plus belle vue sur Marseille. Exactement. Voilà, donc on se retrouve là-bas pour savoir exactement tout ce qui se passe. Vous retrouvez tout ça bien évidemment sur le site de l'UPE 13. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Il ne vous a pas échappé que cette semaine, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Donc on s'en donne à cœur joie. Après hier, la chanson de Jean Ferrat. Aujourd'hui, ce sera Alice Donna avec Femmes et musique. Une chanson que j'avais pas entendue depuis très 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 longtemps. Vous aussi, je présume. Donc on va la retrouver ensemble avec la jolie voix d'Alice Donna et son piano, bien évidemment. Nous, on se retrouve à 12h15, vous le savez, pour les clubs de la presse. Bruno Gilles pendant une demi-heure, puis ce sera Pape Diouf, tous deux sur le feu de nos questions. Thierry Bensamoun sera à mes côtés, ainsi que Bruno Ledreff pour France 3. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour continuer à parler des municipales. Merci beaucoup Maurice Wolf d'avoir été avec nous. Merci à l'UPE 13 pour ce partenariat qu'on retrouve donc début avril. Steve, merci de m'avoir accompagné. Vous savez que vous pouvez nous écouter où que vous soyez en cliquant sur le www.radiojm.fr. Voilà, on se retrouve bien sûr lundi, même heure, même endroit pour le journal régional. Vous restez fidèles à Radio JM en attendant. Voilà, et moi je vous donne rendez-vous à 12h15. Merci Steve. Pas les mots qu'il faut, tous mes anciens amis Pierrot,
tout ce n'est faux, tout ce n'est mal, tout ce n'est stupide et banal. Et j'étais vide, en équilibre, entre mon lit et mon piano. Mais tu es venu, je suis musique, femme et musique, et je suis folle de tes paroles. Quand tes mots dansent sur mes silences, sur ma cadence, je suis chanson d'amour. J'ai l'air solide du dehors, mais tu sais, ce n'est qu'un décor. Du dedans, c'est pas le même profil, c'est du tout tendre, tout fragile, de l'eau de source, timide et douce, de la rosée du mois d'avril. Et toi, tu l'as vu, je suis musique, femme et musique, et je suis folle de